Et salut, amis bidouilleurs et bidouilleuses. À chaque fois qu'on a un bad buzz avec l'algorithme de YouTube, on a l'éternel argument du « il faut aller sur ». Il faut aller sur Dailymotion, il faut aller sur Vimeo, il faut aller sur une autre plateforme. Mais en fait, tout ça n'a rien à voir avec YouTube. Ça a à voir avec le fait qu'on est tous logés à la même enseigne et qu'on n'a aucun contrôle sur la gestion de la plateforme. YouTube essaye bien de nous faire croire que les vidéastes et la plateforme ont des intérêts en commun, mais honnêtement, ils sont franchement limités. Par exemple, au niveau de la rémunération des vidéos, on n'a pas du tout les mêmes intérêts. Donc à mon sens, pour se défendre, ou du moins pour être représenté, ou pour peser dans le game, comme on dit, il y a deux solutions. La solution numéro 1, c'est de se regrouper et de former un groupe de pression. Un lobby, quoi. La solution numéro 2, c'est décentraliser la responsabilité. Cette solution est radicale, car on se retrouve avec potentiellement des milliers d'entités qui sont responsables des vidéos. Dans ce cas, un vidéaste peut soit se regrouper avec d'autres vidéastes pour monter sa propre plateforme qui va faire partie du réseau, ou alors créer lui-même sa propre plateforme qui gère tout seul. Alors dans cette vidéo, on va explorer la solution numéro 2. C'est une réflexion personnelle, c'est l'histoire d'apporter ma pierre à différents débats qui secouent régulièrement la toile quand on apprend un énième scandale sur les données personnelles ou un changement d'algorithme de YouTube. Donc prenez pas ça comme de la vérité absolue, c'est pas vraiment une vidéo de vulgarisation, même si dans les vidéos de vulgarisation je donne pas non plus la vérité absolue, c'est juste une piste de réflexion. Ok, on va voir ça dans le détail. Si j'héberge des vidéos moi-même, je vais louer un espace serveur à une entreprise X. Le public a accès à mes vidéos via un nom de domaine classique qui est indépendant de l'emplacement de mon serveur. Par exemple, vidéo.monsieurbidouille.fr donne accès à un serveur sur lequel j'héberge une session Peertube de mes vidéos. Ça veut dire que si je décide de changer de serveur pour passer chez l'entreprise Y, j'ai juste à changer l'adresse IP qu'il y a derrière le nom de domaine. Ainsi, je ne perds rien, si ce n'est un petit peu de temps et de trafic pendant la migration d'un serveur à l'autre. Maintenant, comparons ça à YouTube. Je précise au passage que ce que je vais expliquer est valable pour d'autres plateformes, comme Facebook, Twitter, etc. Je prends l'exemple de YouTube parce que c'est celui que je connais le mieux. YouTube héberge mes vidéos et impose en même temps son propre système d'adresses, de vues, d'abonnés, de commentaires, de revenus publicitaires, etc., etc. Ce qui fait que migrer de YouTube à autre chose peut vite devenir énorme. Si je décide de partir de YouTube, je n'ai aucun moyen d'exporter les commentaires, les vues et les abonnés. La question à mon sens est donc pas de savoir si c'est normal ou pas que YouTube soit aussi gros, mais est-il normal que je ne puisse pas en partir aussi facilement que j'y suis rentré? C'est ça à mon sens qui définit le mieux le terme de système centralisé, la maîtrise dans toutes ses composantes d'une infrastructure par une seule entité privée ou publique. On appelle ça une plateforme numérique centralisée. Une plateforme, c'est un écosystème qui joue le rôle d'intermédiaire technique entre plusieurs groupes d'usagers, ayant des objectifs parfois différents. Pour YouTube, on a grosso modo les clients, c'est-à-dire les publicitaires, le public et les vidéastes. YouTube donne des outils à tout ce beau monde. Le deal de base, c'est que YouTube propose aux vidéastes un espace gratuit quasi illimité pour poster des vidéos. Au public, un catalogue de vidéos gratuit et un système de tri par suggestion des abonnements pour s'y retrouver. Et aux publicitaires, qui sont les véritables clients de YouTube, vu que ce sont les seuls qui payent, du temps de cerveau disponible correctement ciblé. Vous connaissez la chanson, la publicité paye la plateforme qui redistribue une petite partie aux vidéastes tout en maintenant le service gratuit. En contrepartie, tout le monde accepte d'utiliser les services soumis aux conditions d'utilisation de Google. C'est le principe de base pour tirer des revenus d'un flux. On doit définir un cadre qu'on contrôle parfaitement. Toutes les vidéos sont hébergées par YouTube, donc soumises aux mêmes conditions générales d'utilisation. Le système de tri de suggestion des vidéos dépend entièrement de YouTube, la fréquence et le format de la publicité sont bornés par YouTube, etc., etc. YouTube ne peut pas nous empêcher légalement ou physiquement de partir de sa plateforme et tire profit du nombre d'utilisateurs. Son rôle est alors de faire en sorte que le coût de départ pour un utilisateur soit le plus élevé possible. Et vu qu'il contrôle toute l'infrastructure, mais c'est pas suffisant. Pour que le coût de départ de quelqu'un de la plateforme soit élevé, il faut qu'il y ait beaucoup de monde sur la plateforme. Énormément de monde. C'est ce qu'on appelle l'effet de réseau. C'est un phénomène qui se plaît particulièrement bien sur Internet, mais qui n'est pas exclusif à ce dernier. L'utilité d'un réseau augmente très rapidement avec le nombre d'utilisateurs. Si par exemple je crée un réseau social avec 2 personnes, j'ai une seule liaison possible. Par contre, si on est 5, le nombre de liaisons possibles passe à 10. Ça veut dire qu'on va évaluer l'intérêt d'un réseau à ses possibilités de connexion. Pour ceux qui gèrent le réseau, le but est d'atteindre une masse critique au-delà de laquelle l'augmentation du nombre d'utilisateurs est automatique, par effet boule de neige. Tout le monde est sur YouTube parce que tout le monde est sur YouTube. Alors l'effet de réseau peut fonctionner sur un système décentralisé, mais dans certains cas, un système centralisé est plus facile à mettre en place et sera sur le court terme plus efficace. Je pense que c'est le cas pour les plateformes de réseautage social. Ce sont elles qui ont raflé la mise en premier et qui ont profité de l'effet de réseau. Et une fois que la majorité des internautes vont sur YouTube pour regarder une vidéo, c'est pas évident d'aller voir ailleurs. Bon, ok, pourquoi les réseaux centralisés sont moins faciles à mettre en place quand il s'agit
s'agit de réseaux sociaux. Imaginons que YouTube n'ait jamais existé. À la place, nous aurions eu des sites web avec des vidéos, des blogs vidéo si vous voulez. Bon, le souci c'est d'avoir accès à ces vidéos. Très vite, leur nombre augmente et le nombre de sites web avec. L'internaute se fait un carnet d'adresses via les forums et le bouche à oreille. Imaginez, chaque soir vous vous posez devant votre ordi et vous allez vérifier la dizaine de sites pour voir s'il n'y a pas une nouvelle vidéo. Bon, ok, c'est pas super pratique. Alors on peut supposer que pour trouver des vidéos, on crée des moteurs de recherche dédiés à ça. Et pour vérifier si un site a sorti une nouvelle vidéo, on invente un protocole qui permet de vérifier automatiquement la totalité des sites qu'on suit et de faire une liste des nouvelles vidéos qui s'afficheraient dans un lecteur dédié à ça. Ça existe déjà. C'est le RSS. Quand vous vous abonnez à un flux RSS d'un site, vous obtenez automatiquement la liste des actualisations de ce dernier. Ça peut être un nouvel article, une vidéo ou autre chose. N'importe quoi en fait. Théoriquement, et si on réfléchit bien, on tient avec le RSS un système qui éradique les soucis actuels de YouTube. N'importe qui peut héberger des vidéos, ces vidéos sont toutes visibles sur le moteur de recherche, et les internautes s'abonnent à des flux RSS qu'ils organisent comme ils veulent. Avec ce système, pas de Content ID, pas de censure a priori, pas de bulle algorithmique, il est quasiment impossible d'appliquer le fameux article 13 de la loi européenne, parce qu'il y a beaucoup trop de sites, etc., etc. Et la liberté de ce système est complètement folle. Si vous étiez 60 000 à me suivre via RSS, je pourrais personnaliser mon site web comme bon me semble, réuploader les vidéos, tester des lecteurs alternatifs, changer quand je veux d'hébergeur, choisir ma régie publicitaire, etc., etc. Sauf que, ça marche pas. Ça a déjà existé, hein, et le RSS est encore utilisé, mais il a été massivement remplacé par le partage sur les réseaux sociaux. Le souci, et encore je le répète, c'est mon interprétation personnelle, c'est que ce système offre trop de liberté. On pourrait penser que justement c'est cool, mais en fait, c'est plus compliqué. Alors on peut développer plein de raisons qui font qu'un système centralisé finit par prendre le dessus face à une multitude de sites épars. La gratuité par exemple est un outil très puissant. Mais je vais prendre un seul exemple pour pas trop me disperser. C'est l'aspect expérience de navigation. Si chaque chaîne est hébergée sur un site web différent, c'est autant de designs différents avec un lecteur différent. Parfois pas compatible avec le téléphone, parfois qui rame, qui est en maintenance, pas disponible, ou qui est affreusement moche. Alors on pourrait se dire que c'est pas grave, et en plus le RSS n'y est pour rien. Son rôle c'est juste d'agréger de l'information. Et c'est vrai, mais si on se limite à définir des blocs techniques comme le RSS sans prendre en compte l'expérience globale de l'utilisateur, on passe à côté de quelque chose de très important. Les réseaux sociaux comme YouTube font tout pour optimiser la navigation en leur sein. Ça se traduit par une interface identique pour tout le monde et la plus fluide possible. L'idée c'est qu'en quelques clics, vous pouvez regarder vos abonnements, chercher une vidéo ou suivre une chaîne. Du coup, l'expérience de navigation doit être la moins rugueuse possible. C'est pour ça que les espaces de personnalisation sur les réseaux sociaux sont ultra minimes. On a tout au plus le choix entre la couleur de quelques éléments, une photo de profil et une bannière. Je veux dire, pas question de tomber sur une interface rose bonbon avec des gifs dégueulasses ou de charger un site web différent avec une navigation différente. Ça ferait sortir l'utilisateur de son expérience et donc le faire fuir du service. Il faudrait donc, pour un système décentralisé, que tous les sites soient identiques, qu'on puisse faire des recherches depuis n'importe quel site et s'abonner très facilement. Ou alors il faudrait qu'on accède au contenu, par exemple aux vidéos, via une application unique qui agrège les vidéos présentes sur tous les serveurs, comme un client mail par exemple. Restons 30 secondes sur le mail, parce que c'est vraiment intéressant. Même si l'expérience de navigation sur un client mail est uniforme, tous les mails s'affichent de la même manière, etc., force est de constater que c'est souvent le bordel. Entre les spams, les arnaques et les 3/4 des utilisateurs qui savent pas utiliser correctement une option aussi débile que répondre à tous, l'expérience d'utilisation du mail peut vite tourner à l'enfer. Et c'est pas le mail qui pose problème. Ce que j'essaye de montrer, c'est que le système n'est pas régulé. Il n'y a pas de plateforme qui a inventé le mail et qui contrôle l'utilisation du mail. Et du coup, on assiste à un paradoxe. D'un côté, n'importe qui peut créer une adresse mail avec son propre nom de domaine, agréger ses mails où il veut, sur le lecteur qu'il veut, etc. Et qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on est quasi tous chez Gmail. Parce que la plateforme propose un système anti-spam particulièrement efficace, a une interface tout à fait intuitive qui fonctionne bien, ce qui a pour effet paradoxal de recentraliser les choses. Mais revenons à notre plateforme vidéo, avec un autre exemple facile à faire en centralisé mais difficile en décentralisé. Comment mettre en avant des vidéos plutôt que d'autres? Imaginons que toutes les vidéos de tous les sites soient agrégées dans le moteur de recherche. Comment mettre en avant certaines vidéos plutôt que d'autres? Comment supprimer les spams, les vidéos illégales, etc. Il faut forcément que quelqu'un ou quelque chose s'y colle. Parce qu'une plateforme bourrée de spam ou qui fait mal le tri, c'est insupportable. On pourrait rajouter aussi d'autres questions, comme par exemple qui gère la pub s'il y en a, si je suis abonné sur un site, comment faire en sorte que je puisse partir de ce site sans perdre mon abonnement, etc., etc. Bref, on pourrait débattre pendant des heures pour savoir comment vraiment décentraliser un service. Mais une chose est sûre, c'est beaucoup plus facile de gérer tout ça en centralisé. Si YouTube veut bannir des spammers, il le fait pour l'ensemble des chaînes d'un seul coup.
Si YouTube veut changer son système de suggestion de vidéos, il prend lui-même la décision et l'applique à l'échelle de son choix selon les modalités de son choix. Ce contrôle total n'est pas parfait, bien évidemment. Déjà, certaines de ces règles sont bafouées. On sait qu'on peut acheter des vues ou des abonnés, par exemple, ou malgré tous les filtres qui sont mis en place, il y a toujours des spams. Mais dans l'ensemble, on a un système réactif plus facile à mettre en ordre qu'un système complètement décentralisé. Qu'on soit bien d'accord, je suis pas là pour dire que le décentralisé, c'est de la merde. Non, parce que je sais que certains écoutent mal, hein. Je résume. Une plateforme comme YouTube est un piège à long terme, car elle bénéficie de l'effet de réseau. Elle est donc incontournable. Elle est centralisée, c'est-à-dire que les utilisateurs ne peuvent pas s'émanciper de certains éléments du réseau, comme changer d'hébergeur, sans être automatiquement exclus du réseau. Soit on est complètement dans le réseau, soit on est hors du réseau. On ne peut pas être dans le réseau tout en ayant une certaine autonomie. Ça, c'est plus l'apanage des réseaux décentralisés. Un réseau décentralisé est un ensemble d'entités qui peuvent être des utilisateurs, des entreprises ou autre chose, on s'en fout, qui utilisent les mêmes outils techniques pour dialoguer entre eux, mais avec une responsabilité répartie sur des dizaines ou des milliers d'entités. Ce qui fait que les utilisateurs, pour être dans le réseau, doivent juste utiliser des outils techniques en commun. Ils sont donc dépendants de ces outils, mais ils ont une certaine liberté, comme par exemple le fait de pouvoir être hébergé n'importe où. Et de facto, cette liberté leur donne donc une responsabilité juridique, ce qui fait qu'ils sont leur propre plateforme. Ils ont leurs propres conditions générales d'utilisation, et ils ne peuvent pas imposer ces conditions à tout le monde. Sur un réseau social décentralisé, il est difficile d'avoir une uniformité parfaite de l'expérience des utilisateurs, comme sur les réseaux sociaux centralisés. Avant que ça soit dit dans les commentaires, il y a quand même des systèmes décentralisés qui essayent de proposer une expérience utilisateur uniforme, comme Mastodon, Diaspora ou Peertube. Ça fonctionne avec le principe de fédération, j'ai déjà parlé de Peertube dans une vidéo. Et je trouve que ces initiatives sont prometteuses, car on commence à avoir une vision d'ensemble sur un réseau social décentralisé, au lieu d'avoir des outils techniques qu'on assemble entre eux. Mais il reste toujours des soucis pour lesquels on n'a toujours pas trouvé de réponse satisfaisante. Pour donner quelques exemples, il y a la question de pouvoir migrer d'un serveur à l'autre sans perdre ses vues et ses abonnés, ou encore la question de la rémunération qui n'a pas encore été testée à grande échelle sur ces réseaux. La grosse difficulté, c'est de réussir à faire mieux que les réseaux comme YouTube, tout en maintenant l'aspect décentralisé, et c'est vraiment pas évident. En fait, la question que je me pose, et que je vous pose du coup, c'est que finalement, est-ce que le piège ultime des plateformes centralisées comme YouTube ne serait pas le confort d'un système uniforme, limité, formaté, qui serait l'apanage de la centralisation? Là où un système décentralisé aura forcément plus d'incertitudes, d'accroches, de bazar, mais aussi moins de censure et plus de diversité. En gros, si nous voulons du décentralisé, est-ce qu'il ne nous faudrait pas réapprendre à utiliser Internet ?